Donner du sens à son investissement, beaucoup en rêvent. Chez BNP Paribas Investment Partners, on prétend que cela est possible avec notamment un fonds, le Parvest Smart Food. Alexandre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, qu'est-ce donc que le Parvest Smart Food? C'est un fonds qui investit dans l'agroalimentaire? Alors, c'est un fonds qui investit tout au long de la chaîne de valeur de l'alimentation. Alors, la chaîne de valeur de l'alimentation, elle part de la production des aliments jusqu'à leur distribution, en passant par la transformation de ces aliments et également en passant par le transport de ces aliments. Et donc, le fonds investit tout au long de la chaîne de valeur de l'alimentation et il investit dans les sociétés qui apportent des solutions aux problèmes de l'environnement sur cette chaîne de valeur. Oui, parce que vous le présentez généralement, Alexandre, comme un fonds militant. Absolument, c'est un fonds militant dans le sens où ce fonds investit dans les sociétés qui apportent des solutions aux problèmes des pollutions, aux problèmes du réchauffement climatique et également qui fait la promotion d'une nourriture de qualité. Alors, pour la promotion de la nourriture de qualité, on comprend que vous vous intéressiez au secteur agroalimentaire dans toute sa diversité. Mais pour ce qui est des questions environnementales, vous auriez pu cibler un autre secteur. Pourquoi celui-là particulièrement ? Alors, les problèmes dont j'ai parlé, les problèmes de pollution, les problèmes du réchauffement climatique, sont des problèmes qui touchent tous les secteurs. Mais il y a un secteur qui est particulièrement concerné par ces problèmes, c'est celui justement de ce que nous appelons la chaîne de valeur de l'alimentation, telle que j'ai pu le décrire tout à l'heure. Alors, c'est bien que vous reveniez sur cette chaîne de valeur, parce qu'en effet, quand vous parlez du secteur agroalimentaire, c'est au sens très large. Alors du coup, on se dit, c'est peut-être un fonds un peu fourre-tout? Absolument pas, dans la mesure où les entreprises qui rentrent dans le cadre de l'univers d'investissement sont des entreprises qui ont un rapport avec cette chaîne de valeur de l'alimentation. Je peux vous citer un exemple. Par exemple, Tomra, qui est une société qui recycle des contenants, que ce soit des contenants en verre, des contenants en aluminium. Et Tomra recycle 35 milliards de ces contenants par an. On parle des canettes, par exemple. Les canettes. Ouais. Et quand on sait qu'une canette en aluminium recyclé nécessite 40 fois moins d'énergie qu'une canette normale, on comprend comment Tomra contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je vais retourner un peu ma question, parce que, ok, vous me donnez un exemple de société particulièrement intéressant du point de vue de la réduction d'un certain nombre d'inconvénients écologiques, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des types d'activités que vous excluez totalement du fonds? Alors donc, j'ai décrit les principes fondamentaux de la gestion de ce fonds, c'est-à-dire lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre les pollutions et promotion d'une nourriture de qualité. Mais en plus de ça, nous appliquons les principes de précaution les plus stricts. Par exemple, il n'y aura pas de producteurs d'OGM, parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas à long terme quel sera l'impact de l'utilisation de ces OGM sur la santé humaine et sur l'environnement. Il n'y aura pas non plus de producteurs de bisphénol A, parce que le bisphénol A était considéré par les scientifiques comme étant un perturbateur endocrinien puissant. Il n'y aura pas non plus de sociétés qui spéculent sur les denrées alimentaires. Et ça, comment vous les identifiez d'ailleurs, les sociétés qui spéculent? Ce sont juste les négociants en denrées alimentaires que vous excluez? Ce sont les sociétés qui font le commerce de ces denrées alimentaires et qui, donc, par leur nature, spéculent à la hausse comme à la baisse sur le prix de ces denrées. Et il a été considéré par certaines ONG que ces sociétés contribuaient, par leur activité même, à faire monter le prix des denrées agricoles et donc contribuaient à accentuer, dans certains cas, dans certaines conditions, les famines qui peuvent toucher certains pays en voie de développement. Existe-t-il d'autres grands critères d'exclusion ? Alors, nous excluons également toutes les sociétés qui produiraient de ce qu'on appelle la junk food, parce que justement, un des principes fondamentaux du fonds, c'est de faire la promotion d'une nourriture de qualité. Alors, on a compris que c'était un fonds qui se voulait militant,
Mais, petite question un peu vacharde, est-ce que ce n'est pas juste un fonds pour se donner bonne conscience ou est-ce que c'est un vrai fonds d'investissement? Alors, vous avez raison de mentionner cette question, dans la mesure où, effectivement, en investissant dans un tel fonds, les particuliers peuvent contribuer à la résolution des problèmes que j'ai mentionnés, les pollutions, le réchauffement climatique et, entre guillemets, la malbouffe. Mais ce que nous pensons, c'est que ces sociétés qui rentrent dans ce cadre sont les gagnantes du futur. À l'heure d'Internet, une société ne peut plus se permettre d'avoir des comportements non éthiques. Des mauvaises pratiques. Et juste un exemple qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Regardez le scandale Volkswagen. Eh bien, il y a 40 ans, un tel scandale aurait fait l'objet d'une page ou d'une demi-page dans un journal. Eh bien, maintenant, avec l'heure d'Internet, en 3 clics, tout le monde sur la planète est au courant de ce qui se passe. Et les pertes financières pour Volkswagen sont estimées à 30 milliards d'euros par les spécialistes. Donc l'idée, c'est que vraiment, il faut miser sur les sociétés qui ont des bonnes pratiques parce que finalement, on court moins de risques Financiers. de risques financiers. La taille de l'univers d'investissement, vous nous avez donné les critères généraux d'exclusion et de sélection, mais la taille de l'univers d'investissement du fonds? Alors, il y a à peu près 1000 sociétés de par le monde qui se trouvent dans cette chaîne de valeur de l'alimentation. Et de par les filtres qui sont les nôtres, que j'ai expliqués, les filtres sur la stratégie du fonds, pollution, réchauffement climatique, malbouffe, et également les filtres d'exclusion que nous appliquons, nous arrivons, in fine, à un univers d'investissement de 300 sociétés. C'est pour dire que les filtres que nous appliquons sont drastiques. Il y a 700 sociétés de par le monde qui se trouvent dans cette chaîne de valeur de l'alimentation, qui sont exclues. D'investissement que 300. La taille de capitalisation minimale? Alors nous excluons les sociétés qui auraient une taille de capitalisation inférieure à 300 millions. Pour veiller à la liquidité, je suppose. Exactement, pour des problèmes de liquidité. Parlons un petit peu de l'équipe de gestion. Alors l'équipe de gestion est une équipe anglaise qui est un des partenaires de BNP Paribas Investment Partners. Et ce partenaire, qui s'appelle Impax, ce partenaire est spécialisé dans la gestion de fonds environnementaux. Donc nous avons d'autres fonds environnementaux, comme le fonds Aqua, comme le fonds Climate Impact. Et ça, c'est pour la société de gestion Impax. Exactement. Mais l'équipe de gestion, elle est composée de combien de personnes? Alors l'équipe de gestion est composée de 30 personnes qui vont de l'analyste jusqu'à la personne qui passe les ordres. Donc il y a 30 personnes chez Impax qui contribuent à la gestion de ce fonds et également des autres fonds. Comment définiriez-vous le style de gestion de ce fonds? Alors c'est un fonds qui est typiquement stock picking, bottom-up, mais néanmoins il y a des considérations, je dirais, de type top-down, dans la mesure où le gérant... stock picking, c'est de la sélection de valeur, voilà. Et on part de la micro pour faire la sélection. La microéconomie. Absolument, voilà. C'est exactement. Et vous dites qu'il y a des considérations top-down, je traduis un petit peu, vous me permettez, donc Oui, c'est-à-dire que vous prenez en compte des éléments macro. Exactement. C'est-à-dire que le benchmark du fonds étant le MSCI World, donc son indice de référence. Son indice de référence, eh bien, le gérant, donc juste un exemple pour illustrer, le fonds a à peu près 35% de ces valeurs qui sont des valeurs américaines. Le MSCI ACWI, donc All Countries World Index, a à peu près 50% de ces valeurs qui sont des valeurs américaines. Il ne réplique pas l'indice. Il ne réplique pas absolument l'indice, mais il va de soi que le gérant, pour ne pas trop s'écarter de l'indice, ne va pas avoir zéro valeur américaine. Donc il reste autour de ces 35 valeurs, 35%, je veux dire, excusez-moi, 35%, mais il ne va pas passer à 100%, de la même façon, il ne va pas descendre à 0% de l'actif du fonds qui serait exposé à ces valeurs américaines. Alors, très bien. Vous avez mentionné, vous avez commis un petit lapsus, vous avez dit 35 valeurs, mais... 35%, pardon. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas anodin parce que
je crois savoir que le fonds compte entre 30 et 40 valeurs. C'est ça. Hein, 30 Donc et c'est 40 un valeurs. fonds de conviction qui est très concentré sur les meilleures valeurs parmi les 300 valeurs qui composent l'univers d'investissement. Bon, on a compris que la sélection des valeurs, elle se faisait sur un certain nombre de critères. Les critères financiers retenus? Alors les critères financiers retenus sont, je dirais, relativement classiques. C'est par exemple la qualité de l'équipe de jeu, la qualité de l'équipe de management de la société. C'est également le positionnement de la société dans son secteur à lui. Par exemple, on va investir de façon préférentielle dans des sociétés qui bénéficient de ce qu'on appelle un pricing power, donc la capacité de fixer les prix. Donc ces sociétés ont des perspectives de croissance, des perspectives de rendement supérieures à d'autres. Mais il y a quelque chose qui différencie la gestion de ce fonds par rapport à d'autres fonds, c'est ce qu'on appelle l'application de critères ESG, environnement, social, gouvernance. Et comme vous le savez certainement, les Anglais sont particulièrement sensibles aux aspects gouvernance d'une société. Par exemple, une société qui n'aurait pas une dichotomie claire et nette entre d'un côté le directoire, donc l'exécutif de la société, et de l'autre son conseil de surveillance représentant les actionnaires, eh bien cette société serait mal notée et pourrait être exclue ou capée dans le portefeuille. Le temps file. Alors j'ai une question concernant ce même portefeuille. Quand on regarde la composition du fonds et son exposition sectorielle, on voit beaucoup de secteurs défensifs. Est-ce que c'est un fonds défensif? Alors c'est un fonds défensif dans la mesure où c'est un fonds qui est exposé à la thématique de la nourriture. Et donc, a priori, la thématique de la nourriture est une thématique défensive. Mais je pense, et nous croyons avec Impax, que les perspectives qui sont inscrites dans la stratégie du fonds, donc je répète, pollution, lutte contre les pollutions, lutte contre le réchauffement climatique et promotion d'une nourriture de qualité, ces perspectives sont des perspectives de croissance. Parce que ce sont les sociétés qui s'inscrivent dans ces perspectives qui seront les gagnantes dans le futur. Et ces sociétés sont des sociétés qui connaissent dès aujourd'hui des croissances à plusieurs chiffres. C'est le cas par exemple d'une société comme Maroni, une société américaine qui fabrique des engrais organiques, à la différence des engrais chimiques. Cette société connaît un taux de croissance exceptionnel dès maintenant et nous pensons qu'elle va encore croître dans le futur. Croissance rentable. Croissance rentable, absolument. Parce que c'est important. Absolument. On a un peu berné les investisseurs il y a longtemps avec des miroirs aux alouettes. Hein. Donc là, c'est de la croissance rentable, c'est important de le préciser. Quels sont les investisseurs que vous ciblez avec ce fonds? Alors, les investisseurs que nous ciblons sont de divers types. D'abord, les investisseurs individuels. Ensuite, les investisseurs ce qu'on appelle grande fortune, et puis également les investisseurs institutionnels, dans la mesure où il y a de plus en plus d'institutions de par le monde, et pas seulement en France, qui sont inquiètes du développement de ces problèmes environnementaux. Et donc ces sociétés-là, ces fonds de pension ou ces institutions veulent contribuer, de par leur action d'investissement, à la résolution de ces problèmes. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai également de plus en plus dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis. En tout cas, de plus en plus de gens croient dans la thématique que vous développez avec Parvest Smart Food, puisque les encours ont très sensiblement progressé depuis son lancement. Je crois qu'il a été lancé avec 20 millions, on est aujourd'hui à plus de 200. Voilà, c'est ça. Il a été lancé en avril 2015 avec seulement 20 millions et nous avons aujourd'hui, comme actif du fonds, 200 millions et nous pensons, compte tenu du rythme de souscription que nous avons connu durant les quelques derniers mois, nous pensons que cette croissance des actifs va continuer sur le court, moyen terme et nous pensons également long terme. C'est évidemment ce que l'on souhaite pour ce fonds Merci militant. beaucoup. Alexandre, merci. Merci beaucoup Vincent.